Salut YouTube! Aujourd'hui on va parler du burn-out parental, comment l'éviter et comment s'en sortir. J'espère que cet épisode vous plaira. Parentalité et adolescence. Parentalité et adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Aujourd'hui, pour nous parler du burn-out parental, je vous propose une interview de Sandra Morel-Bordenave, qui est sophrologue et coach certifiée, spécialisée dans la prévention du burn-out professionnel et du burn-out parental. J'espère que cet épisode vous plaira et pourra vous aider surtout. Bonjour Sandra! Bonjour Sarah. Alors pour commencer, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît? Oui. Alors, je suis Sandra Morel-Bordenave, j'ai 44 ans, je suis mariée et j'ai 3 enfants de 10, 14 et 16 ans, en pleine adolescence et une petite dernière qui, s'en approche tout doucement. Parallèlement à cela, j'ai 3 casquettes en fait à titre professionnel. Je suis formatrice, donc j'interviens en entreprise, auprès de différents collaborateurs ou top management par rapport à la problématique de la gestion du stress, de l'épuisement professionnel, et également tout ce qui va être en lien avec les émotions, la gestion des émotions. Je suis également sophrologue, donc j'ai un cabinet, j'exerce au Mans et je suis également coach certifié et donc là, j'interviens soit à mon cabinet du Mans, soit également, je fais du coaching en ligne. Donc j'accompagne des personnes un peu partout en France, notamment à Bordeaux. J'ai des personnes que j'accompagne depuis Bordeaux. Super, merci beaucoup pour cette présentation. Alors aujourd'hui, on va parler de stress et plus spécifiquement du burn-out parental. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est, s'il vous plaît? Ouais. Alors déjà, ce qui est très important de comprendre, c'est que, le burn-out de manière générale, qu'en français on a traduit par, le terme d'épuisement, qu'il soit professionnel ou parental, c'est en fait un syndrome, un trouble du spectre du stress. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement qu'un stress, intense et chronique surtout, va conduire, si on ne rétablit pas un équilibre, si on ne revient pas à une situation de calme, de sérénité, si on est en stress en fait, de manière chronique, on va glisser vers ce qu'on appelle donc l'épuisement et donc le burn-out. Et donc là, après, on va avoir différentes branches finalement. On va avoir le burn-out professionnel lorsque la cause première est liée à l'environnement professionnel, ou bien le burn-out parental dont on va parler aujourd'hui, quand finalement le stress chronique est en lien avec la sphère familiale, la sphère parentale. Super, merci beaucoup pour ces explications. Alors, quels sont les symptômes et signes du burn-out parental? Alors, on va en fait répertorier quatre symptômes majeurs et que je vais peut-être associer avec des signes qu'on peut retrouver dans le quotidien en fait des personnes. Euh, Parce que finalement, ces quatre symptômes qui nous permettent, nous, en tant que professionnels, de poser le diagnostic, là, la personne, elle est en situation de burn-out parental. Quand on est soi-même parent, on ne s'en rend pas forcément compte. Par contre, il y a des troubles qu'on appelle des conséquences, en fait, que là, on peut plus facilement nous identifier en tant que parents, en tant que personne. Les quatre grands symptômes, le premier, c'est l'épuisement physique et émotionnel. Donc là, on va l'associer avec des troubles du sommeil. Hein. On va se retrouver avec des personnes qui ont de plus en plus de mal à dormir ou qui vont beaucoup dormir. On va parler d'hypersomnie, beaucoup dormir, mais en fait, ils se réveillent le matin, ils sont quand même épuisés. D'accord. Donc on va avoir ces troubles du sommeil. On va avoir des problèmes de santé qui vont être consécutifs justement à cet épuisement. Donc quelque chose de très simple, mais finalement, on avait quelqu'un qui était toujours en pleine forme, toujours en pleine santé, un bon système immunitaire. Et puis, d'un coup d'un seul, elle se rend compte que, bah, tiens, les rhumes des enfants, je les attrape tout le temps. Tous les petits virus des collègues, etc., bah, je les chope à chaque fois.
On va avoir des maux de dos. Donc, on va voir qu'on va avoir vraiment une santé qui va se dégrader. Donc là, ça va être la manifestation en fait de cet épuisement, hein. Le corps physique et mental s'épuise et tous les virus, tous les maux finalement vont se cumuler. Donc ça, c'est le premier symptôme. Le deuxième, on va parler de distanciation affective. Alors là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, Heu, on va avoir des parents qui, alors même qu'ils étaient très heureux d'être parents, ils ont vraiment chéri ce projet, depuis longtemps. Ils étaient très, très heureux d'accueillir dans leur foyer, des enfants. On va se rendre compte qu'on va avoir des parents qui, de plus en plus, ne ont de plus en plus de difficultés à manifester leur affection, leur tendresse, leur amour auprès de leur enfant. Et donc là, ça va se retrouver au travers d'irritabilité, de colère, hein, vraiment de troubles de l'humeur. Et on va avoir des personnes vraiment qui ont plus trop envie en fait enfin, au-delà de l'envie, ont vraiment des difficultés à manifester leur affection auprès de leur enfant. Donc ça, c'est le deuxième grand symptôme. Le troisième symptôme qu'on va retrouver, c'est la perte de plaisir qu'on associe en fait à une saturation. Donc là, ce sont des parents qui vont nous dire j'en peux plus d'être parent. OK. J'ai voulu être parent, je l'ai vraiment souhaité, j'ai chéri ce projet, mais en fait, j'en peux plus. Mmh. Et la grosse difficulté, contrairement à, par exemple, à un burn-out professionnel, c'est que quelqu'un qui vient nous voir et qui nous dit: «J'en peux plus de mon travail, j'en peux plus de cette charge de travail, j'en peux plus de cette atmosphère, j'en peux plus de cette ambiance, je n'y arrive plus», on va pouvoir poser un arrêt de travail. Ah ouais. On sort la personne de son contexte professionnel et elle va pouvoir se ressourcer. Une personne qui est en burn-out parental, qui nous dit: «J'en peux plus d'être parent», ben, c'est pas possible. Parce qu'à partir du moment, le premier jour en fait, où d'ailleurs où je suis enceinte, hein, si je suis une maman, bah, c'est pour la vie tout entière. Je serai à jamais maman. Et donc c'est là la grande difficulté, c'est qu'on va avoir des parents qui n'y arrivent plus, qui ne supportent plus. Vous savez, c'est les maman, 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 papa, papa, papa. Mmh. Là, on va avoir des réactions complètement épidermiques qui peuvent conduire, et c'est là où ça devient très, très inquiétant et problématique, c'est que ça peut conduire le parent, donc au-delà de l'irritabilité et de la colère, ça peut conduire à des violences en fait, des violences verbales et ou physiques. Donc ça, c'est notre troisième symptôme. Et pour finir, le quatrième, c'est ce qu'on appelle le contraste. Ce qu'on appelle le contraste, c'est en fait, on a des parents qui sont parents, ça fait partie du projet de vie, donc j'ai mon boulot, j'ai mon conjoint, je vais avoir des enfants parce qu'en fait, c'est dans la projection de la famille et de la projection de ma vie, en fait, bah, il faut que j'ai toutes ces cases-là de remplies. D'accord. Donc, oui, j'ai des enfants. Pour autant, j'ai pas envie de m'investir, voilà, je vais pas être gaga de mes enfants, j'ai pas envie d'y passer énormément de temps, et donc je ne vais finalement jamais véritablement beaucoup m'investir dans ma parentalité. Donc une personne qui ne s'investit pas pleinement dans sa parentalité, qui ne s'est jamais investie dans sa parentalité, bah, on ne va pas diagnostiquer un burn-out parental si elle vient nous voir et nous dit: «Bah, non, je ne prends pas de plaisir, j'ai pas très envie de passer du temps», parce qu'en fait, elle ne l'a jamais fait. Ça ne faisait pas partie, en fait, de sa projection en tant que parent. C'est simplement: j'ai donné la vie, je vais construire une famille et je vais éduquer mes enfants, je vais leur permettre de faire des études, voilà, d'avoir une stabilité financière, matérielle, et cetera, mais pas plus que ça. La notion de contraste, c'est que vraiment, on a un parent qui, au début, était très investi, a lu plein de bouquins, a écouté plein de podcasts, a vraiment essayé de s'investir pour être un bon parent. Puis d'un coup d'un seul, il y a une sorte de cassure, en corrélation avec les 3 autres symptômes que je viens de nommer, hein, donc ce fameux épuisement, cette fameuse distanciation affective, et puis cette perte de plaisir. Et donc là, on voit qu'il y a une cassure, il y a un contraste. Et là, si on a l'accumulation en fait de ces 4 critères, on va pouvoir poser ce diagnostic. Et donc au quotidien, hem, pour un parent qui se poserait la question:
Est-ce que je suis, moi, concernée ou pas? Donc déjà, il y a ces 4 critères. Est-ce que là, je m'y retrouve? Et puis plus concrètement, peut-être dans son quotidien, les conséquences, nous, qu'on va identifier, qu'on va essayer d'aller repérer en tant que professionnel. Donc ce que j'évoquais, les troubles du sommeil, des problèmes de santé. Est-ce que la santé s'est dégradée? Et donc, en lien avec ce fameux épuisement physique et émotionnel. On va avoir des personnes qui vont développer des dépendances, donc des dépendances à l'alcool, au jeu ou alors au travail pour fuir la sphère parentale. Fuir, c'est maman, maman, papa, papa, j'en peux plus d'être parent. Bah, du coup, je vais me réfugier dans mon travail. Et la grosse difficulté, c'est qu'on risque de se retrouver, si on se surinvestit dans le travail, avec une personne qui va se retrouver en burn-out parental plus un burn-out professionnel. Mmh. Donc là, on est sur quelque chose de très, très problématique parce qu'on va avoir vraiment quelqu'un qui va être vraiment très épuisé. Donc, des symptômes d'irritabilité, de colère également, les fameuses négligences, violences physiques ou verbales, ça aussi, c'est quelque chose qu'on va retrouver. On va avoir des difficultés conjugales, hein, le parent qui peut se sentir très seul, le coparent ne se rend pas compte de ce qu'il se passe ou ne trouve pas les solutions pour aider le parent en difficulté. Et donc, ça peut créer des tensions dans le couple Mmh. qui peuvent conduire jusqu'à des conduites adultères, finalement. On va avoir, in fine, donc là, les deux, on va dire les deux conséquences les plus graves, c'est que notre burn-out, qui à la base n'est pas un trouble psychologique, ça n'est pas une maladie, hein, c'est vraiment un symptôme et un syndrome qui découle du stress, ça n'est pas une pathologie, mais si ça n'est pas traité, si ça n'est pas identifié, diagnostiqué, ça peut conduire à une dépression et par voie de conséquence à des idées suicidaires, des idées noires chez le parent concerné. Mmh. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Donc c'est beaucoup plus clair pour mieux comprendre les symptômes et les signes. Est-ce que le burn-out parental, c'est quelque chose qui est assez, je vais dire médiatisé, mais c'est peut-être pas le bon mot, qui est assez connu en fait dans la société pour que les parents se posent les questions en se disant est-ce que du coup je suis en burn-out parental ou pas, ou est-ce qu'il y a beaucoup de monde finalement qui passe un peu à travers les mailles du filet et qui se disent bah c'est normal, j'ai beaucoup de boulot, c'est comme ça, tout le monde doit être aussi comme moi et je dois passer au-dessus. Alors, très bonne question. Effectivement, beaucoup de parents passent au travers des mailles du filet. Moi, j'ai régulièrement des personnes qui viennent me consulter et à qui j'explique ce qu'est le burn-out parental et qui me disent: «Ah, mais je ne savais pas que ça existait. J'ai entendu parler du burn-out professionnel, Eh oui. mais je n'imaginais pas que ça existait». Et donc, c'est vrai que c'est un sujet qui a été pris à bras le corps par 2 psychologues belges qui ont créé l'Institut du burn-out parental et auprès desquels, en fait, moi, je me suis formée pour justement accompagner de la manière la plus professionnelle les parents concernés Ouais. et pour justement plus en parler. Aujourd'hui, on est très, très peu à être formés sur ce sujet. Heu et c'est vrai que c'est quelque chose qui est encore très méconnu. Alors pourquoi? Parce que, alors tout comme le burn-out professionnel, alors maintenant on en parle de plus en plus, les gens commencent à comprendre et à intégrer qu'en fait ça n'est pas une faiblesse que d'être en burn-out, ça n'est pas une maladie psychologique. Hein, en France, c'est très, très tabou quand même encore. Il y a 2 grandes thématiques, je crois, en France qui sont encore très, très tabous. C'est tout ce qui est de l'ordre de la maladie psychologique et puis également tout ce qui est en lien avec l'argent. D'accord? C'est des grands. Culturellement, on a beaucoup de mal en France avec ces thématiques-là. Et c'est vrai que, en fait, le burn-out n'est pas une maladie psychologique. D'accord? Si on enlève la personne de l'environnement qui est source de stress, elle va pouvoir très facilement, j'exagère un peu, mais elle va pouvoir se reconstruire, elle va pouvoir se ressourcer, remettre de l'équilibre dans sa vie et se ressourcer et retrouver de l'énergie. Ça n'est pas une maladie psychologique. C'est si on ne traite pas ce burn-out, si on ne prend pas soin de la personne au moment où elle traverse ses difficultés, c'est là qu'on peut avoir des conséquences de dépression. Mmh, d'accord. Et alors, comment
peut-on l'éviter? Est-ce qu'il y a des petites choses à faire pour éviter justement de se retrouver un petit peu dans ce mécanisme? Oui. Alors déjà, c'est, d'apprendre à se connaître, je crois que c'est très, très important et il y a un profil, on va dire, assez, récurrent qu'on retrouve, hein, chez les parents qui vont être victimes de burn-out, parental. Hem, on parle de 3 P, en fait. Le premier P, c'est une personne perfectionniste. Quelqu'un qui veut tout bien faire, qui veut le mieux pour ses enfants et qui va donc se surinvestir en tant que parent pour offrir le meilleur à ses enfants. Donc ça, c'est la 1re chose. La 2e le deuxième critère, le 2e caractéristique, on va dire, type, c'est, la pression qui va en fait, hein, avec le perfectionnisme. C'est si je suis perfectionniste, bah, évidemment, je vais me mettre beaucoup de pression pour atteindre ces objectifs que je me suis fixés. Pour finalement atteindre quoi? Et c'est là notre 3e P, c'est la projection. Donc c'est cet idéal que j'imagine, Mmh. vers lequel je veux tendre. Et donc, on va se retrouver avec des superwoman, des superman, en fait, des parents qui veulent avoir quelque chose de parfait. Or, on le sait bien, la perfection n'existe pas. Mmh. Et donc, on a des personnes qui sont en train de s'épuiser à essayer d'atteindre quelque chose qu'ils ne pourront jamais atteindre. Donc, il y a forcément de la frustration qui est générée, de la culpabilité, de la honte de ne pas réussir à permettre, et à se permettre d'atteindre cet idéal qu'ils ont ambitionné. Finalement, avec cette explication, je me dis qu'il y a potentiellement beaucoup de parents qui doivent se retrouver là-dedans. Exactement, exactement. Et puis, on associe à ce profil-là des injonctions, sociétales et les réseaux sociaux, clairement, ne nous aident pas de ce point de vue-là. Alors, il y a 2, on va dire qu'il y a 2, il y a 2 sources, en fait, qui n'aident pas ces parents-là, ces profils-là. Donc tous ces ouvrages, heu, toutes ces toutes ces communications en fait qui ont été faites autour de la parentalité, hein, la parentalité positive, bienveillante. Alors, à la fois, c'est absolument fantastique parce que, ça a sensibilisé véritablement, hein, de prendre soin des enfants, mais on a peut-être mal aussi interprété l'éducation positive et bienveillante, avec, cette notion d'enfant roi. On a un peu glissé et donc on a des parents qui se sont retrouvés un peu perdus, heu, à ce niveau-là et donc oui, qui sont un peu au milieu du gué, qui savent plus comment faire et qui se sont mis la barre très, très haute. Et puis on a un 2e phénomène, c'est les réseaux sociaux où, et ben, on voit, la copine, qui est tout le temps super bien, toute pimpante, tout le temps bien maquillée, qui a un super job et qui en même temps a les enfants qui sont toujours, propres sur eux, qui ont toujours des bons résultats scolaires et cetera, qui nous postent sur les réseaux, dans les vacances, ou bien le mercredi après-midi, on a fait des super belles activités, manuelles ou des gâteaux le dimanche et ils mangent toujours super bien. Enfin voilà, je grossis peut-être un peu le trait, mais en même temps, pour parcourir les réseaux sociaux, je vois régulièrement cela. Et donc, pour des parents qui sont perfectionnistes, qui se fixent un idéal comme ça et qui se disent: «Waouh, mais en fait, il y en a qui y arrivent, donc pourquoi moi je n'y arrive pas?» Ce que ces parents qui postent sur les réseaux sociaux ne mettent pas, c'est tous les matins où ils ont des cernes jusque-là, toutes les crises de panique où ça ne va pas. Parce qu'en fait, sur les réseaux sociaux, et je crois que ça, c'est super important de le rappeler, on voit rarement des parents ou des personnes de manière générale, hein, poster les moments où ça ne va pas. Mmh. Hein. On poste quand tout va bien, on poste les meilleurs moments, mais on ne poste pas les moments où ça ne va pas. Alors qu'en fait, ils sont comme nous, ils sont également humains. Et il y a des hauts, il y a des bas. La vie, c'est 50-50 en fait, hein. Il y a 50% du temps où c'est super, 50% du temps où c'est moins super. Et l'humanité et notre responsabilité, c'est de réussir à accueillir tout ça et à faire de notre mieux dans toutes ces situations. Mmh. En tout cas, c'est très juste, pour les réseaux sociaux et on le voit, que ça soit, par rapport aux parents ou même aux ados, ça a quand même des conséquences,
assez néfaste si on prend pas du recul avec ça justement en se disant bon bah cette personne a l'air bien, elle poste que des belles photos mais finalement c'est pas exactement le reflet de sa vie de tous les jours. Et ça c'est vrai que si on a du mal à se le rappeler, on peut je pense être rapidement peut-être pas en dépression mais pas très bien si on reste un peu plus de 5 ou 10 minutes sur Instagram, ce qui est largement le cas de la plupart des gens en général. Mais c'est vrai qu'au bout de 2, 3, 4, 5 photos, on se dit oula, ouais, ma journée était pas terrible aujourd'hui, hein. C'est Mais ça. bon, finalement, voilà, avec un peu de recul, on se rend compte que bon, c'est pas la réalité, quoi. Faut essayer de se détacher un petit peu de ça, ce qui est très dur pour les ados, mais ce qui peut être un peu moins pour les parents, parce qu'on peut quand même arriver à en prendre conscience assez rapidement. Et du coup, si on pense être en burn-out parental, que doit-on faire pour s'en sortir? Alors, que faire pour s'en sortir? Demander de l'aide. Je crois que c'est vraiment la clé. C'est demander de l'aide parce qu'en fait, quand on se retrouve dans cette situation, il y a beaucoup de honte et de culpabilité. Ça, ce sont vraiment les 2 émotions majeures, hein, que l'on va retrouver et donc alors ça peut être auprès d'un professionnel, mais pas forcément, hein. Déjà, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que l'épuisement maternel, on le alors il a certainement toujours existé, on en parle plus et on le voit de plus en plus aussi parce que quand on prend les générations antérieures, on avait la grand-mère, la tante, la sœur, et cetera, d'accord? Pour nous aider, en fait, dans notre parentalité. Mm. Aujourd'hui, les familles sont beaucoup plus éclatées, on est beaucoup plus mobile, on peut se retrouver, dans d'autres régions, du monde et on va donc, se retrouver, parfois très, très, très seul. Et donc au niveau de notre soutien, on a besoin de retrouver, de l'aide avec donc peut-être un conjoint. Alors ça peut arriver quand on est maman solo, et bien dans ce cas-là, ou papa solo, de demander de l'aide à de la famille, à des amis. Et puis donc également, il existe des professionnels qui sont à même de pouvoir accompagner sur ces problématiques-là. Donc psychologues ou des coachs qui vont être spécifiquement formés sur cet accompagnement des personnes victimes de burn-out parental. Est-ce que vous pouvez nous expliquer maintenant ce qu'est la sophrologie et à quoi ça peut servir dans le cas d'un burn-out parental, s'il vous plaît? Mhm. Alors, la sophrologie, en fait, c'est une pratique psychocorporelle qui a été créée par Alfonso Caicedo, qui était neuropsychiatre. Et l'idée, c'est de pouvoir accompagner les personnes sur une visualisation en fait positive dans leur quotidien. Donc en fait, on va utiliser différentes techniques. On va commencer par travailler sur la respiration et puis ensuite sur une pratique de relâchement corporel pour ensuite pouvoir travailler sur une visualisation dans différentes situations de vie, donc des situations très précises que l'on a à préparer. Je pense par exemple à un examen, à un entretien d'embauche, mais aussi dans sa parentalité plus précisément, eh bien, de se projeter, de se visualiser en tant que parent de manière positive, sereine, tranquille, quoi qu'il arrive dans mon quotidien. D'accord. Donc en fait, on a 3 qualités qu'on cherche à renforcer, quand on pratique la sophrologie. La première, c'est la confiance en soi. Donc en tant que parent, ben, de développer ma confiance dans ma capacité en fait à être un bon parent, quoi qu'il arrive. Même dans les moments où il y a des crises, où bébé pleure, où mon ado, cherche un peu et teste les limites, eh bien, confiance et cette certitude que oui, en fait, je suis un bon parent et je suis un bon parent pour mon enfant ou pour mon ado. La deuxième qualité qu'on va chercher à renforcer, c'est l'harmonie. L'harmonie du corps et de l'esprit. Donc, d'être bien dans ses baskets, de s'aimer, de s'accepter comme on est, avec nos hauts, nos bas, dans toute notre humanité. Et la troisième qualité, c'est l'optimisme. Donc là, on voit bien se projeter de manière positive dans son quotidien de parent, avec toutes les sphères de sa vie et de s'accueillir positivement
hem, en tant que parent, qui peut faire des erreurs, mais qui apprend, qui montre à son enfant, à son ado que, bah, oui, en fait, je ne suis pas parfait parce qu'en fait, la perfection n'existe pas et quelle belle leçon, en fait, finalement, à transmettre à nos enfants, juste de leur dire: «Ben, tu vois, moi aussi, je suis humain et moi aussi, je fais des erreurs et c'est OK, c'est OK». Et donc, ben, on apprend, j'apprends moi de mes erreurs en face de toi, et ensemble on apprend et je te montre que déjà un être humain, il peut faire des erreurs, qu'il va rebondir, qu'il va aller puiser dans ses ressources pour bien rebondir et puis, le jour où toi-même tu seras parent, bah, tu te souviendras de ces moments aussi où, bah, en fait, j'ai fait des erreurs et on a appris ensemble et ce sera OK, en fait et c'est pas grave et donc finalement, la sophrologie, moi, ce que je trouve très, très utile, c'est qu'à la fois, elle permet de s'apaiser, de se relaxer. Donc ça, c'est super important quand on a des personnes qui sont donc épuisées. Donc ça leur permet parce qu'on a des personnes qui, vous l'avez compris, hein, Sarah, mais on a des personnes qui sont épuisées parce qu'elles sont dans cette quête de perfectionnisme. Donc elles ne se posent jamais. Elles ne s'octroient jamais de temps mort, elles sont souvent très, très hyperactives. Donc la sophrologie va leur permettre, va leur apprendre à s'octroyer peut-être 10-15 minutes où là, je me pose et je ne fais pas rien, je prends juste du temps pour moi, pour me ressourcer, pour permettre à mon corps de récupérer, de se faire du bien et puis peut-être aussi grâce à notre travail autour de la respiration, de débrancher le mental. Donc, parce qu'en général, on a des personnes qui sont hyperactives physiquement, mais aussi intellectuellement. Mmh. Donc ça permet de se mettre un peu dans une bulle où on se repose, on se ressource. Donc ça va permettre de récupérer en énergie. Donc là, on va pouvoir travailler sur ce premier symptôme dont je parlais de l'épuisement physique et émotionnel. Et puis dans cette projection positive, bah là, on va aller travailler justement sur, heu, bah OK, il y a des moments, j'en ai marre. C'est pas grave, c'est OK, en fait, j'ai le droit, parce que je suis humain, je suis humaine Mmh. et heu et comment j'ai envie de me visualiser là dans ma journée ou dans ma semaine avec mes ados, avec mes enfants, avec mon bébé. Ah oui, tiens, j'ai envie de me projeter comme ça et donc on va travailler vraiment sur cette visualisation positive, non pas parfaite, mais telle que je peux me la créer avec les moyens, les ressources que j'ai, de manière à pouvoir bien vivre finalement cette parentalité que j'ai tellement voulu, finalement. Donc on a vraiment une corrélation, entre, toute l'approche psychologique ou l'approche de coaching d'ailleurs, que moi je vais proposer aussi, et effectivement, la sophrologie qui va nous permettre de se ressourcer physiquement et émotionnellement. Et ce qui est intéressant en plus, c'est que la sophrologie, après, on peut être aussi autonome. C'est-à-dire que vous apprenez aussi les clés de respiration, comment arriver à rapidement revenir un peu au calme. Et du coup, c'est quelque chose qui est pratique dans le quotidien, parce que hormis les séances qu'on peut faire avec vous, il y a aussi ce côté où si à un moment donné dans ma journée ça va pas, je me sens un peu submergée, je peux arriver à faire un retour au calme en autonomie pour justement me sentir mieux et mieux vivre aussi la situation. Et ici, du coup, ça m'a donné envie de poser une autre question, parce que souvent, quand on pense au burn-out parental, on peut penser que c'est au niveau au moment de la petite enfance. Est-ce que du coup, c'est quelque chose qui peut arriver si les enfants sont plus grands et du coup même adolescents? Alors, je rebondis juste sur la première partie de ce que vous disiez, c'est qu'effectivement l'autonomie, c'est vraiment quelque chose de clé. C'est qu'en fait, un sophrologue, va transmettre des techniques que la personne, quelle qu'elle soit en fait, hein, mais là en l'occurrence on parle de parents, oui, va pouvoir utiliser quotidiennement dès qu'il en ressent le besoin. Mm. Donc ça, c'est effectivement fondamental et régulièrement, moi j'ai des parents qui me disent: «Bah oui, là, j'ai senti que ça montait, du coup, j'ai installé mon bébé», si par exemple on est sur une situation et je vais répondre du coup tout de suite à votre deuxième interrogation. J'ai placé mon enfant en sécurité, je me suis isolée dans une autre pièce et j'ai fait un retour au calme, ce qui fait qu'ensuite j'ai pu revenir plus tranquille et Mm. ça n'est pas monté, il n'y a pas eu d'escalade. Et donc là, ce sont plein de petits succès qui permettent aux parents de reprendre confiance et d'éloigner en fait le burn-out parental
D'accord. assez efficacement, assez rapidement. Donc ça, c'est la première chose que j'avais envie de vous dire pour rebondir. Alors, en termes d'âge, ce qu'on remarque, c'est que entre 2 et 5 ans, c'est l'âge critique en fait. Hein, donc, le burn-out parental n'est pas la dépression postpartum, d'accord, qu'on va retrouver là dans les premiers mois après la naissance. Donc, on va le retrouver vraiment au moment de la toute petite enfance, de 5 ans, quand l'enfant en fait devient autonome. Là, il commence à chercher ses propres repères, à marcher, à vraiment s'autonomiser. Et c'est souvent là qu'on va avoir des parents qui vont se retrouver en situation de burn-out parental. Ce qui est important de signaler aussi, c'est plus on a d'enfants, plus le parent peut se retrouver à risque, d'accord. À partir de 3 enfants, très souvent, on le constate. Et ce qui est important aussi, c'est effectivement, face à des ados. L'adolescence, je crois que voilà, vous êtes bien placé pour le dire. C'est une période, voilà, super compliquée pour, voilà, le corps change, les hormones bouillonnent, je teste les limites, j'ai besoin de me confronter, c'est super important. Et un parent qui va être épuisé parce qu'il a un ado, mais derrière, il a toute une ribambelle, 2, 3, 4 enfants qui ont suivi, et donc il est physiquement forcément plus fragile, ça peut être beaucoup plus explosif. Oui, D'accord. tout à Ok. fait. Merci beaucoup pour ces explications. En tout cas, c'est beaucoup plus clair pour moi. J'espère que pour les auditeurs également. Alors, on arrive à la question pour les auditeurs, justement. Avez-vous un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Alors, mon message, c'est plus on va en parler, plus on sensibilisera de monde sur ce sujet, plus on pourra contribuer au bien-être des familles. Et ça, c'est vraiment quelque chose, moi, qui m'anime parce que un parent qui ne va pas bien, c'est toute une cellule familiale qui ne va pas bien. C'est donc un enfant qui ne va pas bien, qui ne pourra pas bien grandir et qui, demain, sera peut-être un adulte plus en difficulté. Et donc, c'est de lever ce tabou, c'est d'accueillir le parent au maximum tel qu'il est, de lever ses émotions en fait, hein, de honte et de culpabilité, de finalement prendre conscience qu'on est juste humain, qu'on a des hauts et des bas et que c'est complètement OK et de demander de l'aide. Voilà, donc je pense que plus on démocratisera ce sujet, plus on en parlera, plus on va pouvoir aider des familles. Et finalement, j'en suis même convaincue parce que régulièrement, en fait, je me retrouve moi avec des parents qui ne sont pas encore complètement épuisés. Et donc, si on arrive à prendre les choses à temps, en fait, on ne va pas se retrouver dans cet épuisement, dans cette souffrance qui, là, peut conduire à des hospitalisations, vraiment à des choses plus graves. Donc, plus on va en parler, plus on sensibilisera les gens, les familles, les parents, mais aussi les proches, en fait, hein, des amis, parce que régulièrement, moi, j'ai des personnes qui me disent «Ah, mais je connais une maman à l'école, là, quand vous me décrivez tout ça, je la reconnais, en fait. Ok, super, enfin voilà, vous pouvez l'aider.» Donc, plus on en parlera, en fait, qu'on soit parent ou pas, mais plus ce sera un sujet duquel nous parlerons, euh, plus on prendra soin des parents, des familles, des ados et des enfants. Et ça, c'est vraiment un sujet qui me tient énormément à cœur. En tout cas, ça se sent et ça s'entend. Mais oui, c'est un très beau message parce que effectivement, pour plein de problèmes en général, plus on les prend tôt, mieux c'est, pour éviter justement d'aller trop loin. Et c'est vrai que de faire aussi de la prévention et de la sensibilisation, ça permet plusieurs choses, justement de pouvoir aider d'autres personnes qui peuvent être justement en difficulté, de se rendre compte aussi de ce qui se passe un petit peu autour de nous, et de pouvoir aider des proches, des amis, d'autres personnes qui sont peut-être un peu plus éloignées, mais au moins de leur donner l'information. Et pour ceux qui se sentent justement pas bien, c'est aussi de se rendre compte que ça va, ça peut aller, il y a aussi, ça peut être normal aussi de ressentir ça et qu'il y a des solutions. Et c'est surtout ce que j'essaie de montrer dans ce podcast, c'est qu'il y a des solutions. Donc justement, il faut pouvoir demander de l'aide et aller vers les bonnes personnes aussi pour se faire accompagner.
Mais au moins déjà de le signaler, c'est déjà très bien. Alors du coup, pour finir, comment pouvons-nous vous contacter et est-ce que vous êtes présente sur les réseaux? Alors oui, je suis présente sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, avec, sous le nom de Sandra Morel-Bordenave, sur Facebook également, et puis j'ai, également un site internet, donc sandra.morel-bordenave, où vous pouvez me retrouver pour avoir plus d'informations ou entrer en contact, simplement échanger aussi, hein, voilà, pour pouvoir, accompagner, toutes les personnes qui peuvent être, concernées ou qui veulent avoir plus d'informations. Mais en tout cas, merci beaucoup. Vous inquiétez pas, je mettrai tous les liens en description de l'épisode, comme ça vous la retrouverez très facilement. Merci beaucoup Sandra d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Je suis ravie d'avoir pu échanger avec vous et donner cette information aux parents qui nous écoutent aujourd'hui. Merci à vous, Sarah. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager auprès d'un parent qui pourrait en avoir besoin et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt!